frérot. Je t'ai donné le compte pour que tu travailles. Ça sonne pas. Il faut travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer. Fais le tour. Toi, c'est pas Emmanuel, toi. Effectivement. Pas eu, là. C'est pas lui. J'ai fait un premier film qui s'appelait Hope, qui racontait l'histoire de deux Africains sur la route de l'Europe. Donc voilà, ces questions de la migration, ça m'intéresse depuis longtemps et encore pour longtemps, je pense. Mais là, plus singulièrement, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est précisé au moment du confinement, en fait. Tout d'un coup, les rues de Paris se vident en 2020 et ces livreurs qu'on voit presque pas, qu'on croise sans les voir, sans les rencontrer, tout d'un coup, on ne voit plus que dans les rues de Paris. Et là, je me dis, à la fois, il y a quelque chose qui, par son sujet, m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire ces gens qui sont à la fois, pour la plupart d'entre eux, sans papier, qui travaillent dans cette économie tout à fait contemporaine pour les applications, l'économie numérique, quoi. Souleymane. Encore ce problème à la con. C'est En même temps, j'ai toujours été un fan de western et je me dis qu'un homme sur son vélo avec son téléphone, c'est un peu comme qu'un cow-boy sur son cheval avec son pistolet. Il y a quelque chose pour moi d'une sorte d'une promesse de cinéma en fait. C'est un tournage heureux, un tournage simple, très sport, mais simple. Donc c'est... Non, les autorisations, on a rarement été dans l'illégalité, on a grillé quelques feux rouges et ça se voit à l'image, donc je ne peux pas mentir. Mais en fait, on a tourné dans des dispositifs très légers, ce qui permet d'avoir des autorisations simplifiées. Souleymane. Mouriandi. Moi, j'ai besoin des sous. Demain, je te paye à 13h. Pour moi, la ville, Paris, est un personnage du film. C'est un film sur Paris et je voulais l'énergie de la ville. C'était ça, quand je vous parlais tout à l'heure d'une promesse de cinéma dans L'homme à vélo, c'est parce que cet homme à vélo, il circule dans la ville très vite. Il fallait avoir cette énergie de la ville. Et pour avoir l'énergie de la ville, il ne faut pas couper la vie en fait. Donc il ne faut pas bloquer les rues, il ne faut pas arrêter la circulation. Il faut tourner vraiment au milieu, pardonnez-moi l'expression, au milieu du bordel en fait. Donc dans le bordel de la circulation, dans les transports, dans le métro, et puis vraiment le vrai métro avec les vrais gens qui sont dedans, dans la circulation des RER dans tous les sens. Voilà, avoir tout ce bouillonnement, parce que c'est ça qui est excitant de filmer la grande ville. La grande ville, c'est quand ça bouillonne. Et si on arrête toute la vie, à moins qu'on ait un budget de 50 millions de dollars, on va avoir du mal à la reconstituer en fait. S'il vous plaît, ne me pousse pas. Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande. T'as pas le droit de frapper chez moi. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu me dois rien? Je veux mon argent. C'est souvent ça qui me manque, c'est vrai, dans les images qu'on a de la ville, c'est que la ville est comme un peu aseptisée. Et là, en tournant parfois en dispositif très réduit, on peut plonger vraiment dans la ville. Et ça peut donner le sentiment, même si c'est un film qui est fait pas du tout comme un documentaire, mais ça peut donner le sentiment au spectateur à la fin que ça ressemble un peu à un documentaire. On a l'impression de plonger dans le réel. Monsieur, s'il vous plaît. Prends le bus. S'il vous plaît, monsieur. C'est mort. Ça sert à rien, monsieur. Ça sert à rien. Moi, dans ces projets, la chose qui m'a fait plus peur, c'était l'autorisation des arts. Enfin, comment dire, est-ce qu'ils avaient le droit de faire ces projets ou est-ce qu'ils n'avaient pas le droit comme j'étais en situation irrégulière. Et bon, quand Boris m'a proposé ces projets, je me suis d'abord j'ai posé la question autour de moi. Les gens m'ont dit si ce n'est pas un film qui est politique ou qui est politique et que je peux le faire. Du coup, en ce moment-là, du moment où mon avocate m'a parlé de ça, et là, je me suis dit, ok, pas de problème, je vais faire ces projets. Monsieur. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Il fait propre, s'il vous plaît, je ne peux pas passer la nuit dehors. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Quand on se lance dans un long métrage où on sait que tout tourne autour du personnage principal, qu'il est dans toutes les scènes, pas tous les plans, mais vraiment toutes les scènes, qu'il est au centre vraiment de toutes les scènes, oui, forcément la question de l'incarnation, la question de l'acteur, elle
elle est cruciale. Je voulais un jeune Guinéen arrivé fraîchement en France. Je ne voulais pas quelqu'un qui ait grandi ici. Parce que voilà, c'est pas la même manière de parler, c'est pas la même manière de bouger, c'est pas la même manière de ressentir les choses. Donc c'est très important pour moi d'avoir un jeune Guinéen et ça m'a orienté tout de suite vers un casting non professionnel, donc casting sauvage. C'est pour moi, courage. Merci beaucoup. Vous voulez un coup de main? On va doucement. Un casting comme ça, c'est toujours une grande aventure, hein. On sait qu'on part pour des mois de casting, donc on sort dans la rue, on rencontre, on voit des dizaines de milliers de visages et puis on va chercher la perle rare là-dedans parce que c'est pas, c'est pas n'importe qui va pouvoir porter le film. Donc voilà, des mois de recherche. On a commencé dans les rues de Paris en cherchant tous les livreurs guinéens, en comprenant bien la géographie de tous ces livreurs, qui est où, etc. Et puis au bout d'un mois, on n'avait pas trouvé comme ça. On en a rencontré des dizaines et des dizaines, des centaines même, mais on n'avait pas trouvé. On a élargi à la communauté guinéenne à travers des relais, des associations, des gens qui ont des gros comptes Facebook qui peuvent communiquer auprès de cette communauté guinéenne. On a reçu des centaines de propositions de gens. On en a reçu plein dans notre bureau, mais on ne trouvait toujours pas. Et puis donc on s'est dit, on va sortir de Paris un petit peu. Et c'est comme ça qu'un jour, on est arrivé à Amiens, où un monsieur d'une association, monsieur Oularé, avait réuni 25 jeunes Guinéens dans son local associatif. Et voilà, on a rencontré ces 25 jeunes un par un et c'est comme ça que j'ai rencontré Abou Sangaré. Il y a un problème avec le code là. Mon ami, toujours encore. Vous pouvez d'avoir un compte. Ça va, t'es pas trop fatigué? Quand on fait le choix de travailler avec des acteurs non professionnels, l'intérêt de cette démarche, c'est de se nourrir des gens qui vont jouer le film. C'est là que la démarche est assez différente d'une démarche classique où on va chercher des acteurs. On va chercher des gens qui, par un côté ou un autre, ressemblent au personnage qu'on a imaginé. Donc, par exemple, dans le cas de Sangaré, il n'était pas livreur et il n'a jamais demandé l'asile, mais voilà, il est arrivé en France par la route. Donc il a connu ça, ce que c'est que ce voyage périlleux, extrêmement difficile. Quelque chose de son enfance en Guinée était intéressante pour le film. Et puis aussi, même s'il n'avait jamais demandé l'asile, il savait ce que c'était que d'être dans une démarche administrative, de demande de papier en France. Donc tout ça, c'était des choses qui faisaient écho avec le personnage. Pour moi, la seule chose qui était dure pour moi dans ces projets-là, c'était l'émotion. Parce que j'ai croisé des gens que je n'avais jamais croisés. Je me suis retrouvé dans un milieu que je ne me suis jamais retrouvé. Et pour moi, c'était l'émotion qui m'a beaucoup plus touché. 115 Paris, bonjour. Je sais prévoir une place pour ce soir, s'il vous plaît. Faut pas stresser, reste optimiste. Tous les gens qui jouent dans le film, Sangaré, mais pas lui seulement, tous, aussi bien celui qui joue le titulaire de con, celui qui joue le coach d'asile, que même ceux qui viennent juste pour une scène, par exemple les deux personnes qui jouent les policiers dans le film, c'est des gens qui vont arriver avec beaucoup de réel en fait. Et pour moi, c'est là toute leur richesse en fait. C'est des gens qui, de cette manière, savent mieux que moi comment ils doivent parler dans le film, qu'est-ce qu'ils doivent dire, comment ils font la scène. Non, pas la biscuit. Non, donne-moi. On donne Là, de livrer quoi. Ana wadai no? On t'a. On go libre. Afiyet. Yon, ai. Ada dokai bawang. Joto do do. Dole ke do do apeda la no ya ka. Une fois qu'on a fixé le cast, on a commencé à faire des répétitions, on a fait beaucoup de répétitions et on a essayé les scènes telles qu'elles étaient écrites. Et ça, tout ce temps-là était très précieux, ça permet de voir comment les scènes marchent. Parce qu'on imagine une scène, mais ensuite avec la physicalité de chacun, ça ne marche pas tout à fait pareil. Voilà. Et puis surtout quand si moi je travaille avec des Guinéens, des Ivoiriens, ils ont par exemple, s'ils plaisantent entre eux, ils ont un humour que moi je ne peux pas inventer. Et donc c'est beaucoup plus intéressant pour moi de faire un peu des impros avec eux, de voir comment ça marche et après de réécrire le scénario en fait en m'adaptant à eux. Pour que le scénario tel qu'on l'a quand on arrive au tournage, ce soit un scénario qui leur est proche, qui leur est propre, qui se soit approprié déjà et qu'avec ça, ils puissent vraiment être
être eux-mêmes dans le film. Et c'est comme ça que des comédiens qui n'ont aucune expérience de cinéma peuvent donner le maximum et être super. Allez, vélo, man. C'est pas le temps vélo. La poudre, c'est pas facile. Aïka. Donne qu'on va ta livraison, ça est bas le vélo. Mimi. Bien, voilà là. Mimi landi mo yo dabay vélo. Ça est vélo, man. Oti lan wala dema. Ok, un qui là? Un qui là. Bonne journée. À toi aussi. Dans un premier temps, on a travaillé beaucoup. On a fait pas mal de répétitions, 2 mois de répétitions. Ce qui veut dire qu'on s'est bien préparé pour chacune des scènes qu'on a jouées. Mais en ce qui concerne la fin, c'est une chaîne qui me touche avant même, la réalisation. Ça me touche. Dans ma vie en général, c'est quelque chose qui me touche plus. Monsieur Sangaré, moi je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? Je trouve que du point de vue de la fiction, quelqu'un qui ment, c'est plus intéressant que quelqu'un qui dit la vérité. Quelqu'un qui dit la vérité, qui est droit dans ses bottes, mais finalement il fait un personnage un peu transparent et sans épaisseur. Quelqu'un qui ment, il y a toujours une couche en dessous à deviner. Et puis surtout, l'enjeu pour lui de passer ses entretiens est beaucoup plus complexe, puisqu'il doit apprendre une histoire qui n'est pas la sienne, et puis il est tout le temps confronté à la peur d'être découvert. Donc raconter l'histoire de quelqu'un qui ment pour son récit, c'est plus intéressant. Suleiman, c'est pas le 22 février, c'est le 19 février. Entretien on dans 2 jours. On maîtrise l'histoire. J'ai découvert cette démarche à travers de ces projets. Sinon, j'avais jamais connu ça. C'est plus intéressant en termes de fiction, mais ça m'intéresse aussi davantage, je dirais, en termes politiques. C'est-à-dire que ça nous permet tout d'un coup d'interroger. Et ce n'est pas une critique de l'asile. Je trouve que l'asile est une institution formidable. Je suis très fier que notre pays accorde l'asile à plein de gens qui fuient des guerres, qui fuient des situations où ils sont persécutés. Mais la question que pose le film, c'est qu'est-ce qu'on fait des autres? Qu'est-ce qu'on fait des autres? C'est-à-dire ceux qui ne rentrent pas dans les cases et qui pour autant ne sont pas venus sur un coup de tête, sur un caprice ou pour nous embêter. Ils sont venus souvent parce qu'ils ont des histoires complexes, tragiques, qui les ont chassés de chez eux, mais ils ne rentrent pas dans les cases. Manuel, tu peux me payer aujourd'hui? Mais non, tu sais très bien que notre deal c'est mardi. Oui, mais moi j'ai besoin des sous. Qu'aujourd'hui en fait, s'il y a moyen. Ça dépend de quand l'argent vient, s'il te plaît. Une fois l'argent il vient. Mais c'est possible, tu vas recevoir des sous demain avant 12h, on est d'accord? S'il te plaît. Le film pose la question de voilà, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne rentrent pas dans les cases? Et j'aime bien que le film il se termine comme ça, avec des questions. Je laisse le spectateur avec ses questions. J'aime bien pas trop lui dire qu'est-ce qu'il doit penser à la fin. Donc je laisse avec ses questions. Je veux que le spectateur il sorte de la salle et il se dise finalement, est-ce qu'il va avoir l'asile ou pas l'asile? Et puis aussi qu'il se dise, est-ce que moi je lui donnerai l'asile ou je lui donnerai pas l'asile? Est-ce que la société devrait lui donner l'asile ou pas l'asile? Enfin, les papiers ou pas les papiers? Très complexe. Voilà, question complexe qui nous renvoie à nous, qui nous renvoie à notre droit de l'immigration, à notre position humaine, humaniste. Voilà, moi je trouve ça bien qu'un film ne nous dise pas trop qu'est-ce qu'on doit penser et qu'on ressorte avec des questions. Tu sais ce que tu as vécu. Et si on me prenne pour un menteur? Non, mais toi, t'es pas un menteur. Tout ira bien. C'était très clair pour moi dès le départ que je ne voulais pas de musique dans le film. Il y a des petites résistances autour de moi. Mon monteur m'a dit on va essayer pendant 15 jours comme ça et puis après on va se reposer la question. Puis en fait après il a oublié, on était parti, c'était une évidence. Pareil, la production, c'était un tout petit peu, s'interroger un petit peu, on va quand même peut-être garder un petit budget musique au cas où. Mais pour moi c'était très clair que ça serait un film sans musique. Et le fait de ne pas avoir de musique en fait ouvre une possibilité de travail infinie pour le son. C'est-à-dire que dès lors qu'on n'a pas de musique, ça veut dire que la bande son du film, ça va vraiment être le son du film, le son d'ambiance, le son de la ville, des différents lieux qu'on traverse, etc. Et ça fait qu'on a traité ce son d'ambiance comme si c'était une partition musicale. Donc c'est pas concerto pour sirène et klaxon, mais un petit peu quand même. Et l'idée du coup de ce qu'on a travaillé au montage son et au mixage, ça a été d'avoir une bande son extrêmement dynamique, c'est-à-dire alternant des moments de chaos qu'on a essayé de pousser à l'extrême, qu'on en ait plein les oreilles, que le spectateur sursaute, que vraiment ce soit comme des grandes bouffées de ville qu'on s'attrape comme ça, et puis des moments de grand calme. Voilà, c'est que avoir une dynamique
qui soit qui ait autant de relief que s'il y avait une musique de film.